vous présente. Je commence par Isaline, qui est donc l'associée chez Alcan Conseil, qui est ingénieure chimiste HES à la Fribourg, avant de continuer avec un master risque environnement à Mulhouse. Elle est chargée en protection incendie. Elle a cofondé Wastelas, qui est une start-up dans la récupération du CO2. Et avant ça, elle a travaillé dans un bureau d'ingénieur en environnement à Genève, où elle a fait plusieurs projets divers et variés. Puis moi, c'est Henri Clange, donc j'ai fondé Alcan Conseil en 2019, donc en fait notre 5e année, et d'ailleurs ce webinaire fait partie aussi un petit peu des facilités de 5 ans d'Alcan Conseil. Je suis aussi fait mes études à Fribourg en chimie, à l'HES. J'ai fait ensuite le brevet fédéral de conseil en environnement. Je suis conseiller de la sécurité au CS pour les transports de matières dangereuses par la route et le rail. J'ai cofondé Wava, qui est une start-up qui fait un peu l'analyse des déchets industriels. Et avant ça, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, de les arômes, la pharma ou les encres ou les cosmétiques. Pour rappel, Alcan fait différents services, donc principalement de la chimie avec tout ce qui est gestion des matières dangereuses, les manipulations, transport, stockage, la mise sur le marché de nouveaux produits, donc les étiquetages, les fiches de sécurité et l'inscription au registre des produits chimiques, et la gestion des rejets, que ce soit les rejets d'eau, d'air ou les déchets. On fait aussi tous les services de la diminution de l'impact environnemental, avec les bilans carbone, les analyses d'acide de vie ou les certifications Bicorp. Sachant que de la chimie aussi, on fait de la diminution d'impact. Notre mission, c'est de diminuer l'impact de la chimie sur l'environnement. On fait un peu des expertises légales sur les modifications de loi et les procédures judiciaires. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu passer cette modification de loi LT3 qui touche largement la chimie. Donc, c'est vrai que quand je dis modification de loi, les modifications de loi en chimie et pas dans les autres domaines, c'est plutôt le droit des immobiliers, par exemple. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont bien plus compétentes que nous. Donc voilà, ça c'est pour ce que fait Alcan en rapide résumé. Et je vais tout de suite laisser la parole à Isaline qui va vous présenter un petit peu les modifications de l'OLT3 et ce que ça implique pour vos entreprises. Voilà, merci Henri. Bonjour à tous. Donc en effet, on va parler aujourd'hui de la gestion des produits chimiques sous l'angle de la législation, étant donné qu'en septembre dernier, il y a eu une modification de l'OLT3, donc de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, qui intègre maintenant des exigences qui sont beaucoup plus strictes pour la gestion des produits chimiques et pour toutes les entreprises qui emploient des produits chimiques. Alors, pourquoi est-ce que la législation elle se durcit au cours du temps? Eh bien, parce que notamment notre approche du risque, elle évolue et c'est notamment dû aux événements que notre société a vécu. Là, je parle typiquement d'accidents, de catastrophes qui ont lieu avec des produits chimiques. On peut parler de Beyrouth en 2020, je pense que tout le monde s'en souvient, avec l'explosion d'un entrepôt d'engrais qui a fait 235 morts, 6500 blessés et plus de 300 000 personnes sans abri. On peut aussi parler de la catastrophe de Seveso, qui a marqué les esprits également en 1976. Là, c'était surtout à cause de la manière dont ça a été géré finalement. Parce qu'après l'événement, donc, il y a eu un rejet d'un nuage toxique. Il a fallu 10 jours à l'entreprise responsable pour annoncer cet accident aux autorités. Il n'y a pas eu de décès, mais il y a eu 200 personnes qui ont été blessées. Et puis, il y a eu plus de 70 000 têtes de bétail qui ont été abattues. Et en fait, cet accident, il a donné lieu à la directive Seveso et qui permet d'identifier et de gérer les sites industriels qui sont à risque. Et puis, plus près de chez nous, finalement, on peut aussi parler de la catastrophe de Schweizerhalle en 1986. Il y a eu un entrepôt de produits chimiques qui est parti en fumée pendant une nuit. Et là, même s'il n'y a pas eu de mort, finalement, ça a été les eaux d'extinction de l'incendie qui ont fait des ravages. Parce que ces eaux, elles ont été déversées dans le Rhin et ça a décimé la faune et la flore sur des centaines de kilomètres. Et il a fallu des années avant que la vie reprenne ses droits dans le fleuve.
Et finalement, cette catastrophe, elle a donné lieu chez nous à l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs, donc l'OPAM, qui permet de gérer également les industries à risque. Donc ces exemples, ils montrent pourquoi les lois elles se durcissent et pourquoi il est important aussi de gérer correctement ces produits. On voit qu'il peut y avoir vraiment des conséquences dramatiques sur l'environnement dans son ensemble. Alors, maintenant, regardons un peu de plus près ces lois, ces obligations. Je pense que vous le savez peut-être, mais en tant qu'employeur, vous avez des obligations légales, mais aussi en tant qu'employé. Et ces dernières, elles sont inscrites dans la loi. Typiquement, en tant qu'employeur, vous devez prendre toutes les mesures pour prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Vous devez mettre à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle si les mesures d'ordre technique ou organisationnel ne permettent pas d'éliminer les risques d'accident. Vous devez veiller à ce que les travailleurs y soient informés et instruits sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les mesures de protection. Et vous devez veiller également à ce que les travailleurs ils observent les mesures, donc ils mettent en application les mesures d'hygiène et de sécurité au travail. Et puis, en tant qu'employé, en tant que travailleur, vous avez également des obligations. Ça va être de suivre les directives de l'employeur en matière d'hygiène et d'observer les règles qui sont reconnues. Ça va être également d'utiliser les équipements individuels de protection et s'abstenir de compromettre l'efficacité des moyens de protection. Et puis, finalement, vous avez également l'obligation de supprimer ou bien de signaler tous les défauts qui peuvent compromettre l'hygiène et la sécurité. Et donc, je vous parlais tout à l'heure justement de l'OLT 3, de la modification de l'OLT 3, qui est entrée en vigueur en septembre et qui dit que l'employeur doit tenir un inventaire des produits chimiques, effectuer une évaluation des dangers et des risques pour tous les produits chimiques qu'il emploie. Il doit prendre toutes les mesures pour garantir une utilisation prudente des produits chimiques et la protection des travailleurs. Et maintenant aussi, la nouveauté, c'est qu'il va devoir procéder par ordre de priorité selon le principe STOP. Donc, je vais vous parler après du principe STOP. Je vais vous expliquer ce que c'est exactement et comment le mettre en application. Donc, c'est très bien tout ça. Maintenant, on n'est pas forcément au courant de comment gérer ces choses. Alors, dans la pratique, ça va donner quoi finalement? Tout d'abord, il va falloir identifier les dangers et les effets. Donc, reconnaître les dangers des produits qu'on utilise. Est-ce que si on respire ou qu'on touche un produit, on va être directement impacté ou pas? Et donc, la première chose, ça va être de les connaître, ces dangers, et ensuite de pouvoir évaluer les risques. Et dans un second temps, on va mettre en place des mesures de prévention pour éviter qu'un accident ait lieu et de protection. Au cas où il y a un accident, comment est-ce qu'on va réagir? Comment on va se protéger aussi pour éviter un maximum l'impact? Alors, où est-ce qu'on va trouver l'information sur les dangers justement des produits chimiques? On va tout d'abord le trouver sur l'étiquette du produit directement, où on a les informations principales. On va également trouver sur la fiche de données de sécurité, qui est un peu la carte d'identité. Je suis désolée, je vais juste prendre un peu d'eau. J'ai un peu mal à la gorge. La fiche de données de sécurité, finalement, qui contient toutes les informations relatives aux produits chimiques, les dangers, comment se protéger quand on manipule le produit, comment le stocker, comment le transporter de manière sécurisée. Et puis, finalement, sur ces dossiers, sur ces documents d'information, on a les pictogrammes de danger qui vont nous indiquer quel est le danger du produit. Et on a les phrases de danger H, qui nous donnent un peu plus de détails sur la nature du danger. Donc, c'est un rappel peut-être, je pense pour la plupart, les pictogrammes de danger, donc les différentes classes de danger des produits. On a les inflammables, tous les produits qui sont explosibles, les comburants, donc là, c'est les produits qui vont alimenter un incendie, typiquement l'oxygène, il va alimenter l'incendie. On a tout ce qui est gaz sous pression, les produits dangereux pour l'environnement, les produits corrosifs, les acides, les bases. Ça peut être aussi des produits qui sont corrosifs pour les métaux, par exemple. On a les produits toxiques.
Alors, celui-là, c'est souvent un que la plupart me disent ah, ça veut dire attention. Mais en fait, c'est tous les produits qui vont être irritants pour la peau, par exemple, pour les voies respiratoires, qui peuvent être nocifs. Ça peut être des produits qui peuvent aussi être allergisants. Et finalement, ce dernier pictogramme, les CMR, donc c'est tous ceux qui sont cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Je reprends là. J'ai la gorge. Voilà, désolée. Donc, le pictogramme, en fait, il va donner une classe, enfin, un danger un peu général au produit. Et après, pour aller plus, enfin, pour connaître exactement le danger, on va regarder les fameuses phrases H qui vont décrire, en fait, la nature du danger un peu plus en profondeur et puis quel est le degré du danger. Pour exemple, H240, c'est les produits qui peuvent exploser sous l'effet de la chaleur. Ou bien H330, c'est les produits qui sont mortels par inhalation. Donc, ces phrases-là, vous les trouvez sur les étiquettes ou sur les fiches de données de sécurité. Hein. Et puis après, on a des phrases P, les phrases conseil de prudence. Je suis désolée. Qui vont décrire les mesures recommandées pour réduire ou prévenir les effets néfastes. Oh, c'est pas possible. Ça va aller. Par exemple, P102, tenir hors de portée des enfants. Ou bien P232, protéger de l'humidité. Ensuite, je vous parlais des mesures STOP. Donc, c'est les mesures qui permettent de prioriser, ça permet de prioriser en fait les mesures. Et maintenant, comme je le disais, c'est inscrit dans la loi, les entreprises doivent procéder selon ces priorités, enfin ces mesures, selon ce principe, pardon. Donc, STOP, finalement, c'est l'acronyme pour S, substitution. On va commencer par essayer d'éliminer le danger. C'est, par exemple, remplacer un produit dangereux par un qui l'est beaucoup moins. Ensuite, on va avoir les mesures techniques. Les mesures techniques, ça va être les protections collectives, ça va être tout ce qui est, par exemple, ventilation à la source, armoire de sécurité pour le stockage des produits chimiques. Ensuite, on a les mesures O, organisationnelles. Là, ça va être, par exemple, former les équipes, ça va être mettre en place des procédures d'organisation ou de la maintenance, par exemple, des équipements. Et finalement, vraiment les dernières mesures qu'on va mettre en place, c'est les mesures personnelles. C'est tout ce qui est équipement de protection individuelle, hein, les lunettes, les masques personnels, les chaussures de sécurité, les gants, ces équipements. Et pour vous donner un exemple, par exemple, on a envie d'aller voir un crocodile, on va aller au zoo. Comment est-ce qu'on va faire pour diminuer le risque? Si on parle de la substitution, la première chose, ça va être de ne pas aller au zoo ou bien de supprimer le crocodile. Maintenant, si on regarde au niveau technique, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va mettre finalement une cage autour du crocodile pour éviter le danger. Au niveau organisationnel, ce qu'on peut mettre en plus, ça va être des panneaux de signalisation pour prévenir les personnes. Attention, les crocodiles, c'est dangereux. Et puis finalement, personnel, ça va être par exemple de se mettre une armure pour éviter de se faire manger. Donc ce qu'on voit, c'est que vraiment, la mesure la plus, qui va vraiment permettre de diminuer au maximum le risque, ça va être de substituer en premier le danger. Donc voilà pourquoi est-ce que c'est important de savoir déjà quelles sont les mesures à mettre en place et puis comment les prioriser. Alors, je vais vous expliquer comment... je vous ai expliqué, comment identifier les dangers, comment est-ce qu'on priorise ces mesures de prévention. Et puis maintenant, je vais vous montrer les différentes étapes clés qu'on a mis en place avec Alcan pour accompagner les entreprises justement à se mettre en conformité réglementaire d'une part, mais aussi pour faire en sorte que les employés ils travaillent de manière sécurisée. Donc tout d'abord, on va regarder au niveau de l'organisation générale et de la gestion des produits.
La première chose à faire, la première chose qu'on préconise, et même qui est obligatoire réellement, quand on emploie des produits chimiques, ça va être de nommer une personne de contact au sein de l'entreprise qui va faire le lien avec les autorités. Cette personne, elle doit être annoncée aux autorités d'ailleurs. Il y a une loi relative justement à la personne de contact. Donc, cette personne de contact, elle doit savoir exactement quels sont les produits qui sont employés au sein de l'entreprise. Deuxième étape, ça va être d'établir un inventaire des produits chimiques. Ça peut paraître normal, mais réellement, moi, je vois souvent des entreprises qui n'ont aucun inventaire ou des inventaires incomplets. Mais si on ne sait pas les produits qu'on emploie finalement au sein de l'entreprise, on ne va pas pouvoir réduire les risques, on ne va pas pouvoir mettre en place des mesures de sécurité adaptées. Deuxième chose, une fois qu'on a établi l'inventaire, donc l'inventaire, il doit aussi contenir les quantités finalement qu'on utilise de produits. Il doit contenir également, ça c'est ce qui est demandé maintenant dans l'OLT3 justement, il va devoir en fait décrire pourquoi on utilise tel produit, dans quel cadre, pour quelle activité. Donc une fois que l'inventaire est établi, on va vérifier qu'on a toutes les fiches de données de sécurité qui sont en notre possession et qui sont bien à jour. Ça, on le voit souvent aussi, des fiches de données de sécurité qui ne sont pas à jour, qui datent de 2018 ou même avant. Le problème, c'est que la législation, elle évolue. Les entreprises, elles font des tests sur la dangerosité des produits et puis on se rend compte parfois qu'un produit, et ça on l'entend souvent finalement dans les actualités aussi, qu'un produit devient cancérigène. Mais si la fiche de données de sécurité elle n'est pas à jour et que celle que vous avez, par exemple, elle vous dit le produit il est juste irritant, alors qu'en fait, non, il est cancérigène, là non plus, vous n'êtes pas au courant finalement des dangers des produits que vous utilisez. D'où le fait de bien vérifier qu'elles sont à jour. Ce qui est demandé d'ailleurs aussi par la loi, c'est que toutes les FDS qui datent d'avant d'avant décembre 2020, elles soient mises à jour. Parce que la loi a également évolué par rapport à ça. Et puis, une fois qu'on connaît les produits qu'on utilise, pourquoi on les utilise, quels sont leurs dangers, là, on va pouvoir évaluer la possibilité de substituer un ou plusieurs produits en fonction des dangers. Je pense notamment aux peintures solvatées. On peut utiliser, alors pas forcément dans toutes les applications, mais on peut utiliser une peinture à l'eau. Et là, on va diminuer le risque typiquement d'explosion ou d'incendie. Ensuite, on va évaluer les risques et la prévention. Donc, on va définir un plan de stockage. C'est vérifier aussi qu'on stocke les produits de manière sécurisée. On a vu qu'il y a des accidents qui ont lieu justement parce qu'on n'a pas de plan de stockage, parce que les produits sont stockés n'importe comment, ou bien qu'il y a des incompatibilités dans le stockage, il y a des fuites. Ça peut donner lieu à des catastrophes. Donc, c'est important aussi de pouvoir définir un concept en fait, d'entreposage pour mettre en place toutes les mesures adaptées. On va évaluer également les postes de travail pour voir à quelles substances les employés ils sont soumis et puis voir quelles mesures on peut mettre en place pour les protéger. Donc, ça va être notamment de mettre des ventilations adaptées. Ça va être, si la ventilation elle n'est pas suffisante, mettre des EPI, des masques de protection, par exemple. On peut également établir une procédure d'achat. Alors, ça dépend des entreprises. Mais là, c'est pour éviter aussi que n'importe qui achète finalement n'importe quoi. Et puis, de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce produit-là ou bien est-ce qu'on peut en utiliser un autre? Est-ce qu'on peut en acheter un autre qui sera beaucoup moins dangereux, par exemple? On va pouvoir également mettre en place des consignes, des procédures de sécurité pour aussi informer finalement les travailleurs sur comment manipuler un produit, comment le stocker correctement. Ensuite, on a une partie sensibilisation, planification.
où là, on va former aussi les employés au risque chimique. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment une obligation légale aussi, hein, que toute personne qui manipule un produit chimique dangereux soit au courant des risques auxquels il est soumis et puis soit au courant aussi de comment, en fait, comment les gérer, hein. On va également organiser des exercices d'urgence. Donc ça se fait souvent finalement dans les entreprises, des exercices avec les pompiers par exemple, ou bien des exercices type samaritain. Et on va prévoir à l'avance, bien sûr, tout ce qui est équipement de secours. Donc ça peut être équipement contre les incendies, mais ça peut être également en cas de fuite de produits chimiques, par exemple. On planifie également la maintenance, comme je disais, ça c'est des mesures organisationnelles, hein, c'est un équipement qui est bien entretenu présentera beaucoup moins de défaillances qu'un équipement qui n'est pas du tout entretenu, notamment tout ce qui est ventilation. Et puis, organiser des audits internes réguliers pour vérifier finalement que les mesures sont toujours adaptées, voir si certaines mesures doivent être modifiées, et puis voir si les employés aussi sont bien au courant des risques auxquels ils sont confrontés. Et puis finalement, il y a d'autres obligations qui peuvent être spécifiques à certaines activités. Je pense notamment à tout ce qui est gestion des déchets et des rejets. Donc là, je parle des déchets chimiques. Et puis les rejets, ça va être tout ce qui va être rejeté dans les eaux. Alors, si vous avez par exemple une station d'épuration en interne, comment est-ce qu'elle va traiter les rejets? Et puis aussi les rejets d'air, en fait, tout ce qui est par exemple composés organiques volatiles qui vont pouvoir se retrouver dans l'atmosphère, comment les capter aussi à la source avant qu'ils puissent être rejetés. On va vérifier aussi tout ce qui est obligation liée au transport des matières dangereuses. Donc là, je parle de l'ADR, hein, qui est cet accord international pour le transport des produits chimiques par route. Puis finalement, suivant les entreprises aussi, parfois il y a des entreprises de nettoyage qui viennent, qu'on sous-traite. Ces entreprises, elles peuvent utiliser aussi des produits chimiques et elles peuvent aussi impacter finalement vos activités. Donc là aussi, on va quand même vérifier ces entreprises, vérifier qu'elles-mêmes ont une gestion conforme des produits chimiques. Donc finalement, j'ai terminé tout cela et je finirai par le fait que oui, ça peut sembler fastidieux, la gestion des produits chimiques au départ, mais elle réduit les risques d'accidents, elle protège les employés et elle va garantir aussi une conformité légale. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre attention.